Fontenay-sous-Bois. On est à Fontenay aujourd'hui pour débuter la série des secrets du métro parisien et on commence aujourd'hui avec la première ligne ouverte du réseau, la première ligne en fréquentation et la première ligne automatisée, la ligne 1. Pour le premier secret, on commence au-delà du terminus oriental de la ligne pour aller faire un tour près de ses ateliers. En effet, une mystérieuse voie sort de ceci. En plus de comporter l'un des deux seuls passages à niveau de tout le réseau, c'est aussi l'un des deux seuls liens du métro avec le réseau ferré. Château de Vincennes, terminus de la ligne, et ici on peut venir admirer ce magnifique Pili, plan indicateur lumineux d'itinéraire. Des plans qui, en appuyant sur un bouton pour son départ et un bouton pour son arrivée, illuminaient l'itinéraire avec des ampoules. Ils sont apparus dès 1937 et celui-ci est conservé pour le patrimoine avec un plan qui date de 2000. Saint-Mandé, l'une des deux seules stations à avoir un nom qui comporte uniquement un nom de ville, sans préfixe et sans suffixe. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. Cette station a d'abord ouvert en 1934 sous le nom Tourelle, avant de devenir Saint-Mandé-Tourelle dès 1937, puis finalement Saint-Mandé tout court depuis les années 90. L'ancien nom est tout de même resté sur les arrêts de bus et quelques plans pas à jour. C'est aussi l'unique station qui possède le nom d'une ville, mais avec une entrée sur une autre. Je suis maintenant au terminus est originel de la ligne Porte de Vincennes. À l'origine, il était doté d'une boucle de type raquette, c'est-à-dire deux demi-stations, l'une pour l'arrivée, l'autre pour le départ, reliées entre elles par une voie que prennent les trains pour repartir dans l'autre sens. Les quais trop larges cachent en fait la deuxième voie qui était utilisée du temps du terminus. On voit aussi que les escaliers sont placés pour que des métros puissent passer dessous. Autre fait cool, la station est l'une des deux seules du réseau à avoir conservé des vieux carreaux de 1900 avant que le carreau blanc biseauté soit choisi pour toutes les équipées. Mais pas dans cette station-ci qui a énormément de particularités, Gare de Lyon. Une de ses particularités est que la station a été prévue pour 5 voies, n'en a finalement comporté que 4 et n'en a aujourd'hui plus que 2. Ou alors c'est ce qu'on nous laisse croire, parce qu'en fait la troisième voie est toujours bel et bien visible derrière cette grille. Gare de Lyon a été construite à 4 voies pour accueillir la ligne circulaire prévue à l'époque de sa construction. C'est d'ailleurs la seule station de la ligne 1 à avoir été construite dès l'origine avec des quais de 100 mètres de long. La dite ligne circulaire n'a finalement jamais existé, mais en 1906, la troisième voie devient le terminus de la ligne 5 qui rebrousse vers celle-ci depuis la station Mazas, quai de la Râpée aujourd'hui. Cette situation ne durera que quelques mois, le temps que la 5 arrive à Bastille. Cette voie n'est maintenant plus qu'un raccord entre les deux lignes. Comme un bon nombre de stations, Gare de Lyon a été construite juste sous la rue, en creusant la chaussée et en recouvrant ensuite le trou. Mais du fait de ces 4 voies, celle-ci possède le plus grand tablier métallique du réseau et le plus bel alignement de piliers de fonte. Bastille est la seule station de tout le réseau à être édifiée au-dessus d'un cours d'eau, et c'est aussi la section à ciel ouverte la plus courte, vu qu'elle fait seulement 90 mètres. Les quais, en plus de donner une vue sur le bassin et le port de l'Arsenal, sont ornés de fresques représentant des événements de la Révolution française dont la place de la Bastille est le plus fort symbole. Depuis l'extérieur, on peut admirer les métros passer au-dessus du canal et aussi regarder les reliques de l'ancien accès principal de la station qui était une passerelle qui est passée au-dessus des voies et qui allait directement dans la pagode de la Bastille qui était sur la place, un bâtiment dessiné par Hector Guimard et qui fut démoli en 1969 à cause de son trop mauvais état. Putain, le faux raccord, genre juste après, il y a un plan normal, grand soleil. Oh non, mais c'est un grand soleil, tu passes un gars qui brave la tempête.
Et on arrive directement à Louvre-Rivoli, station qui est depuis 1968 à la demande d'André Malraux, un petit musée qui présente des copies d'œuvres présentes au Louvre. Et ce n'est pas tout, cette station est aussi l'une des seules du réseau à être couverte par autre chose que des carreaux, ici du grès. Et en plus, du côté du quai de la Défense, on a cette partie un peu bizarre de la station qui repose sur des piliers avec un plafond très bas. Cette partie du quai se nomme la crypte et date des années 60 lors du passage des trains de 5 à 6 voitures. Quand les stations de la ligne ont été rallongées de 75 à 90 mètres de longueur, 6 d'entre elles ont été allongées avec une crypte de ce style par économie. Argentine, Georges V, Tuileries, Palais Royal Musée du Louvre, Saint-Paul et du coup Louvre-Rivoli. On est au pied de l'Arc de Triomphe dans le 16e arrondissement, rue d'Argentine qui donne son nom à la station, mais ce ne fut pas toujours ce nom-là. En effet, avant la rue s'appelait rue d'Obligado, du nom d'une victoire franco-britannique sur l'Argentine. Mais au moment de la visite d'Eva Perón en 1948, pour faire bonne figure, le nom de la rue a été changé en rue d'Argentine pour commémorer le pays de cette première dame et la station a été changée avec. Saviez-vous que la station Porte-Maillot dans laquelle vous prenez le train aujourd'hui n'est pas celle où prenaient le train les gens de 1900 ? La station où tout le monde passe aujourd'hui date en fait seulement de 1936. Quand la ligne 1 ouvre en 1900, le terminus occidental Porte-Maillot est une boucle de type raquette. Vu que ça fait 2 fois que j'en parle, je vous invite à aller voir la vidéo d'Urban Traveler sur les différents types de terminus. Cliquez sur la fiche en haut à droite, puis revenez ici, je vous attends. Donc cette boucle était construite au même niveau que la ligne de la Petite Ceinture, aujourd'hui le RERC, qui est juste derrière. Quand il a été décidé de prolonger le métro à l'ouest dans Neuilly, il a donc fallu construire un nouveau tunnel et une nouvelle station pour passer sous la voie ferrée qui bloquait son extension. La station de 1900 est toujours visible en se mettant du côté ouest du métro, juste ici. Et ce n'est pas tout, en allant vers la sortie avenue de Malakoff de la station actuelle, on peut encore voir les portes d'accès vers l'ancienne station. Regardez, boucle de maillot. Et ici, il y a encore écrit Saint-Mandé-Tourelle. Pas à jour non plus ici. On est maintenant au bout du prolongement de 1937. Pont de Neuilly avait été conçu comme un terminus provisoire car le prolongement vers la Défense était déjà dans les cartons à l'époque de sa construction. Entre Pont de Neuilly et Esplanade de la Défense, le métro passe au milieu du Pont de Neuilly, mais le projet était originellement conçu totalement différemment. La station Pont de Neuilly était conçue pour permettre une traversée souterraine de la Seine par la ligne 1 pour éviter de passer sur le Pont de Neuilly. Mais un demi-siècle plus tard, 2 raisons ont poussé à traverser le fleuve en aérien par le Pont de Neuilly. Le tunnel du RERA qui occupe l'espace souterrain et surtout la thune. Pont de Neuilly. La station Pont de Neuilly était donc déjà prévue pour ce prolongement dès 1937. Mais celui-ci a ouvert finalement seulement 55 ans plus tard. Pour réaliser cette portion de la ligne, il a fallu démolir l'arrière-gare de la station Pont de Neuilly, construire la plus forte pente du réseau de l'autre côté, élargir le pont et enfin amputer l'autoroute A14 d'une de ses voies. D'ailleurs, la station Esplanade de la Défense a été construite très étroite car elle est en fait placée dans l'un des tubes prévus originellement pour l'autoroute. Depuis le moment où le prolongement vers la Défense a été acté, 2 réserves souterraines pour des stations ont été faites pour permettre le passage de la ligne 1 après sa traversée sous-fluviale. Celles-ci n'ont donc jamais été utilisées. Je vous invite grandement à aller voir la vidéo d'Adkaz qui visite ces réserves, c'est vraiment impressionnant. Même si on est arrivé au terminus, voici un petit condensé de tous les petits secrets de la ligne 1 qu'on n'a pas fait. Hôtel de Ville est décoré sur le thème de la ville de Paris, avec sièges, poutres et blasons assortis. Cette station possède aussi un vieux plan du Marais, quartier qu'elle dessert. Tuileries a été décoré sur le thème du métro et du XXe siècle à l'occasion du centenaire du réseau parisien. Franklin Roosevelt est la seule station du métro à avoir des carreaux noirs et champagne en lien avec sa magnifique décoration. Champs-Élysées-Clémenceau possède des panneaux de verre sur ses quais, un cas unique sur le réseau. Et même si l'on pourrait croire qu'elles sont au même niveau, les 2 demi-stations arrivée et départ de la ligne 1 ne le sont pas, vu qu'elles sont séparées d'exactement 8 marches.
Mon périple sur la ligne 1 est maintenant terminé. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux secrets.